Avant de commencer, je tiens à m'excuser par avance car nous avons découvert un léger problème de son avec le deuxième microphone lors du montage. Cependant, cela n'altère en rien la qualité de l'intervenant ni de ses réflexions. C'est vraiment pourquoi je suis vraiment ravie de partager cet épisode avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre compréhension et bonne écoute. On n'a jamais été autant soumis, donc réseaux sociaux, Pinterest, à idéaliser des espaces, des décos, des ambiances qui peut-être sont super sympas pour aller passer une semaine en vacances quelque part, mais au quotidien, on peut se rendre compte que finalement cet aménagement, c'était pas celui qui correspondait aux besoins. Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alice Renaud. Bonjour Alice. Bonjour. Tu vas bien ? Alors, alias Alice la Penduline sur Instagram. J'ai bien, merci, excuse-moi, j'ai même pas répondu à ta question. Tout va bien. Alors auparavant, toi, tu étais ingénieur dans le milieu aquatique en collectivité territoriale, mais le côté politique t'a rebuté puisqu'il y avait beaucoup d'études mais très peu d'actions concrètes. Donc avant de démissionner, tu as eu la bonne idée d'acheter une maison traditionnelle auvergnate à rénover. C'est ainsi que tu es tombé dans le milieu du bâti ancien en te documentant pour ton projet de rénovation. Tu as découvert alors la chaux puis la terre lors de chantiers participatifs. Tu t'es rendu compte que l'univers de l'éco-rénovation était si large et les peintures rendues naturelles te plaisaient tellement que tu as décidé de te former. Tu as participé alors à la première promo de coordinateur en rénovation énergétique biosourcée, ça ne s'invente pas. Aujourd'hui dispensé par l'association Oikos qu'on a aussi reçu d'ailleurs sur le podcast. Puis en faisant aussi un CAP en maçonnerie bâtie ancien en 2009, si je me trompe pas. 2008, 2009, par là, je sais plus les dates précises, c'est loin maintenant. Mais c'est dans cette zone. Après une expérience en salariat puis en coopérative jusqu'en 2017, tu es aujourd'hui artisane indépendante. D'un côté, tu accompagnes tes clients autorénovateurs ou autoconstructeurs sur leurs problématiques et leurs chantiers, et de l'autre, tu partages tes conseils sur l'habitat écologique, notamment à travers la chaux, la terre et le champ et l'isolation biosourcée. Je n'ai pas oublié. Juste une petite correction, parce que je suis plus artisane. J'étais artisane. Aujourd'hui, je suis en profession libérale pour les accompagnements, donc je ne fais plus de statut en 100% artisanat. D'accord. Voilà. Je suis plus statut français artisan. Je suis pas enregistrée à la Chambre des métiers. Voilà. Ok, bon c'est noté. Merci pour ce petit correctif. Le sujet aujourd'hui, du coup, c'est la rénovation du bâti ancien. Est-ce que t'es prête pour aller sur ce sujet? Let's go, vas-y. Motivée. Et écoute, normalement tu m'as préparé, on va faire notre petit jeu brise-glace, une vérité, un mensonge, ça va nous mettre directement dans le bain pour parler bâti ancien. Tu veux la vérité ou le mensonge d'abord? C'est égal? Je veux les deux affirmations et c'est à moi de découvrir laquelle est la bonne. Alors, deux affirmations, le ciment est le meilleur ami du bâti ancien. D'accord. Et la deuxième affirmation, c'est important de doubler tous les murs donc du bâti ancien pour avoir un logement efficace. Pour avoir un confort, je veux dire, pour que le logement soit confortable plutôt. Ok. Allez, franchement, j'ai des doutes, mais je vais dire que la deuxième est vraie, que c'est important de doubler et que le ciment c'est pas forcément le meilleur ami du bâti ancien. C'est bon. Ah oui, c'est bien. Je t'ai donné deux fausses. Ah oui, mais si tu me pièges comme ça, Alice. C'est pas grave. Non, mais c'est moi qui m'embrouille, ça dépend comment je l'ai tourné. Oh là là, mais la catastrophe. Bah vite. Parce que je t'ai dit que c'était important de doubler. Oui, c'est ça. Oui, pour avoir, oui, donc ce qui est faux, et je t'ai dit que le ciment était meilleur ami, c'est faux. Bah oui, voilà, t'as ton premier. Alors deux fausses. Deux fausses. Non mais c'est pas grave, on aime, c'est le live, c'est la joie du live. Bon alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quand même ces deux fausses affirmations et quel est un peu le contexte là derrière tout ça? Alors on va dire le premier, donc concernant le ciment. On va dire que le ciment a plusieurs problèmes dans l'utilisation du bâti ancien. Alors souvent, aujourd'hui, dans les rénovations, on le retrouve soit en dalle,
donc au sol, soit sur des planchers intermédiaires avec des ourdis béton, et en dernier lieu sur tout ce qui est enduit, donc intérieur ou extérieur. Alors globalement, faut savoir que les maisons anciennes sont construites sans fondation déconnectée du sol. Il n'y a pas de membrane d'étanchéité qui empêche les remontées capillaires. Donc c'est l'eau qui remonte, voilà, comme le sucre dans un café, l'eau remonte dans les murs. Le problème du ciment, c'est qu'il bloque la respirabilité des murs, et donc l'eau qui monte dedans peut pas ressortir en fait, ni d'un côté ni de l'autre, surtout si c'est enduit en ciment dans les deux sens. Ensuite, quand il y a des dalles en ciment, on va dire que traditionnellement, ça n'existait pas, quoi. Les sols, ils étaient soit en terre battue, soit avec un semblant de chaussable avec des tomates. Donc, le sol pouvait respirer, l'humidité ressortait sur toute la surface du sol, ventilée, voilà, répartie dans le bâtiment. Aujourd'hui, le fait de complètement bloquer les remontées au niveau du sol fait que ça pousse l'humidité côté mur, plus les remontées naturelles qu'il y a vers les murs, et du coup, on envoie de plus en plus d'eau dans les murs. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on a une forte tendance, donc c'est là où on peut faire le parallèle aussi avec le deuxième point, donc on bloque tout comme ça, et on se dit, en plus, vu qu'il faut isoler, on va doubler. Et donc doubler, ça présente l'inconvénient qu'on voit plus ce qui se passe derrière. Donc l'humidité reste bloquée, elle aussi derrière le mur, derrière le ciment. Beaucoup d'isolants, et notamment les isolants minéraux qu'on met, ne supportent pas d'être en contact avec de l'humidité. Ils perdent leur efficacité, et puis voilà, c'est terminé. Donc autant que faire se peut. Alors déjà, ne pas en rajouter quand on récupère déjà un bâti ancien dans lequel il y en a. Si possible, en enlever. Alors, j'entends déjà, j'ai des fois des retours de bâton sur ce sujet-là. Je dirais qu'on va d'abord commencer par un état des lieux, un diagnostic. Est-ce que déjà le bâtiment il a des pathologies? Tous les bâtiments sont pas égaux selon les secteurs géographiques, ils sont pas construits de la même façon, c'est pas les mêmes maçonneries. Des fois c'est de la terre crue. Donc déjà identifier si oui ou non il y a un problème pathologique au niveau de l'humidité. Ensuite, en fonction de ce qu'on voit là, le mieux c'est d'en enlever à minimum sur les façades. Parce que je sais que souvent la contrainte c'est la dalle. Les gens, ça leur fait peur quand il y a déjà une dalle béton au sol de la casser. Quand il n'y a pas de gros travaux vraiment de prévus, s'attaquer au sol c'est quand même des fois contraignant et problématique. Mais on peut quand même déjà commencer à agir en s'attaquant au ciment mur intérieur-extérieur. Et sachant qu'en dernier recours, parce que aussi des fois s'attaquer à des grandes façades, c'est un coût, c'est du temps, on sait pas, on trouve pas forcément l'artisan. À minima, on enlève le ciment sur 1 mètre à partir du sol. Ce qui permet au moins que l'humidité en pied de mur puisse ressortir, sans pouvoir remonter trop haut. Voilà, différents degrés d'intervention. Mais dans tous les cas, pas en rajouter. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi des gens qui peuvent acquérir vraiment des vieilles bâtisses pour lesquelles il n'y avait pas encore eu de rénovation. Alors je pense plutôt à tout ce qui est grange ou vraiment des bâtiments qui n'ont jamais été rénovés. Là, faut pas commencer à partir à faire les murs en pierre apparente avec du ciment et volontairement rajouter une dalle au ciment, c'est dommage. Ouais, ça rajoute. Et en plus, c'est dommage. Et si l'état des lieux a pas forcément été bien fait concernant la nature du sol, on peut voir les problèmes que après en fait. Parce que plein de gens se disent mais non, j'ai pas d'humidité, il y a pas de problème, il y a pas de signe. Ouais, mais il y a pas de signe parce que c'est encore ventilé, parce que ça respire encore au niveau du sol, au niveau des murs, et il y a un équilibre. Et quand le point d'équilibre il bascule, commence l'apparition de pathologies. Ok. C'est une des plus grosses pathologies qu'ont les gens. Moi, quand on me contacte, c'est un des plus gros soucis, c'est ça, c'est ce qui est lié à l'humidité. Ok, hyper clair. Justement, on entend souvent parler de comprendre un peu le fonctionnement du bâtiment ancien. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça diffère vraiment des constructions neuves? Il y a l'humidité, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à comprendre aussi par rapport aux bâtiments anciens? Voilà, aujourd'hui clairement les processus constructifs sont différents. On va dire qu'on a rangé dans le bâti ancien tout ce qui concerne les bâtiments en pierre, les bâtiments en terre, donc que ce soit comme en Normandie de la Bauge ou dans l'Isère plus du Pisé. Il y a les bâtiments aussi en briques, alors soit en briques de terre crue qu'on appelle les adobes, soit en briques cuites massives, donc comme plus côté Alsace. Grosso modo, on va faire le tour de ces matériaux, ça va être pierre, briques et les solutions banchage en terre ou Bauge. Là où les bâtiments contemporains, majoritairement aujourd'hui, c'est briques monomures, parpaing, ciment banché,
pour résumer de façon sobre. Donc, ce que je disais, le premier vraiment déjà point de différence passe au niveau des fondations. Il n'y avait pas les fondations comme on les fait aujourd'hui sur un bâtiment neuf. Et d'une maison ancienne à une autre, et en fonction des secteurs géographiques, des fois, alors moi je suis en Auvergne, on a des murs massifs en pierre qui font des fois 1 mètre d'épaisseur. Les gens anciens savaient qu'il allait avoir beaucoup de poids. On a des pierres qui sont quand même enterrées assez profondément qu'on peut assimiler à des fondations. Il y a d'autres endroits où les gens ils se rendent compte quand ils ont commencé à décaisser, que sorti du premier rang qu'on voit, en dessous il y a rien, c'est la terre. Au niveau structurel, la première grosse différence, elle est là. Surtout qu'on a aujourd'hui une tendance à décaisser assez facilement parce qu'on veut gagner de la hauteur, parce que on veut rajouter des épaisseurs, on veut rajouter éventuellement de l'isolant et garder la hauteur sous plafond, donc on creuse. Mais voilà, le premier souci peut se situer au niveau des fondations, et si ça n'a pas été bien évalué au départ, pareil, on peut... Pas toujours, hein. Heureusement, il y a plein de bâtiments pour lesquels ça se passe très bien, mais ça peut être le début d'apparition de désordre, de fissures, de problèmes de stabilité. Et justement, tu préconises d'éviter de décaisser, ou il faut vraiment regarder ce qu'il y a bien en dessous au niveau des fondations avant Alors, décaisser, décaisser, je dirais, ça dépend déjà de l'objectif, voilà. Est-ce que c'est juste un problème de hauteur? Est-ce que c'est parce qu'on décide qu'on va faire un drain et qu'on va creuser une grosse tranchée à l'extérieur du bâtiment? Faut voir, voilà, ce qui est pourquoi on veut décaisser. Après, voilà, on va pas être extrémiste. Je vais pas dire non, il faut jamais décaisser. Et voilà, c'est au cas par cas. Et après, en fonction des objectifs, voilà, soit adapter l'objectif, soit voir les autres solutions qui pourraient permettre d'atteindre l'objectif. Donc, dans l'exemple des pathologies autour de l'humidité, on voit aujourd'hui que beaucoup pensent trouver la solution dans le drain extérieur, alors qu'il n'y a pas forcément besoin toujours d'en arriver à cette solution si on règle d'autres problèmes avant. Et de ce fait, en parlant du drain, vu qu'il y a quand même des gens qui vont l'écouter, ne surtout pas le creuser à ras du pied de mur. Voilà. Ceci est dit. Je crois que j'ai vu justement, c'est pour éviter que ça fasse des fissures derrière et que... En fait, voilà, ceux qui veulent voir, j'avais fait un reel sur Instagram sur le sujet pour expliquer la physique du bulbe de compression, en fait. Et c'est ce qui sert de fondation. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le bâtiment, il a été construit au fur et à mesure où les murs se sont montés, parce qu'à l'époque, on construisait pas la maison en une semaine non plus. Donc, au fur et à mesure, le mur monté, il se mettait en charge, et au fur et à mesure où il se mettait en charge, il y avait la masse qui descendait et la terre qui s'est progressivement compactée en dessous, donc une forme de bulbe, c'est pour ça qu'on appelle ça. Et quand on commence à venir creuser trop près, que ce soit pour le drain ou décaisser à l'intérieur, on entame le bulbe de compression qui, lui, faisait l'office de la fondation de par le fait qu'il se soit compacté dans le temps. Donc c'est par rapport à ça au niveau de stabilité. Après, pour l'autre différence quand même assez fondamentale avec des constructions neuves, il y a aussi que le fait qu'on était sur des matériaux, donc comme je disais, plus bois, chaux, terre, pareil en résumant, ça reste des matériaux qui étaient souples. Il y avait une certaine un mouvement qui bougeait au fur et à mesure de la saison, le chaud, le froid, de l'hygrométrie. Ce qui est pas le cas des bâtiments lourds d'aujourd'hui, des bétons ferraillés, des parpaings, c'est relativement stable. Et donc le souci aujourd'hui, selon comment on intervient dans la rénovation, parfois on crée des gros points durs en fait. On rajoute, je sais pas, par exemple des gros IPN ou un plancher ourdi à l'étage, gros béton, et en fait on se met à créer des gros points durs. Et quand le bâtiment il va continuer à travailler parce que son enveloppe extérieure continuera à travailler, c'est pas le béton qui va fissurer parce que forcément il est plus dur. Et c'est pas les pièces contemporaines dures qui vont fissurer. L'énergie va repartir ailleurs dans les murs et c'est là aussi où on aura possiblement des apparitions au niveau fissure. D'accord, ok. Donc dans les gros points, si on essaie de résumer un peu à observer quand on regarde un bâti ancien, on a donc le sol, l'humidité, la différence. Après, voilà, tout dépend à quel stade on en est. Est-ce qu'on est au stade où c'est parce qu'on va aller visiter un bien, donc il faut avoir des points de vigilance et regarder certaines choses quand même. Surtout que on est tous pareils. On va aller voir un endroit, coup de cœur, c'est magnifique, le coup de foudre pour l'endroit, mais du coup l'être humain, de par ce coup de foudre, en perd un peu de son objectivité pour justement avoir l'œil et voir, parce que soit déjà on n'est pas forcément formé, compétent pour voir le problème, et aussi inconsciemment parce qu'on aime tellement l'endroit qu'on n'a pas envie de voir où sont les problèmes. Tout à fait. Donc évidemment, faut regarder déjà tout ce qui est lié au structurel.
parce que c'est ça qui fait la pérennité du bâtiment et c'est ça qui risque de fortement impacter le budget et qu'en cas de mauvaise surprise, ça peut impacter lourdement, quoi. C'est pas juste un petit souci quand on s'attaque à la structure. Donc, il faut regarder tout ce qui est lié à la maçonnerie et après l'autre poste sur lequel moi je suis pas plus que ça spécialisée aux compétences, ça va être tout ce qui est lié aux charpentes, au toit. Le charpente, la couverture, les solivages, pour voir les sections et les dimensionnements des solivages, parce que quand on se dit... Qu'est-ce que tu appelles solivage, pour ceux qui savent ce qui porte ton plancher intermédiaire en bois, tes pièces de bois, tes solives, voilà, qui portent ton plancher. Enfin, après ça, il existe différents systèmes, on va dire des poutres, si tu veux, en version vulgarisée. Très vulgarisée. Et donc ça, c'est des choses auxquelles il faut surveiller. Alors de par les éventuels problèmes liés à des insectes qui auraient pu vraiment fragiliser la charpente, même si souvent on peut avoir peur visuellement, mais en fait ça va pas attaquer le cœur, donc c'est pas un souci. Et aussi parce que si c'est des structures ou des pièces où on n'a pas prévu de travailler sur cette structure bois, faut penser que ces bâtiments-là anciens qui n'ont pas encore déjà été aménagés supportaient beaucoup moins de charges que ce qu'on y met aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer à cloisonner, on y met d'immeubles, et puis possiblement, on refait des chapes ou des dalles à l'étage. Donc, sur le toit, on va rajouter de l'isolation. Ça rajoute du poids, en fait. Donc, il faut vraiment être sûr qu'au niveau structurel, tout ce qui est lié au bois et aux charpentes puisse accepter un excédent de charge par rapport à ce qui leur a été demandé quand elles ont été conçues et au besoin de renforcer s'il y a besoin de renforcer. Ok. Ça, pour le gros du structurel et en résumant, quoi. Basique. Ok, donc maçonnerie, charpente et regarder un peu au niveau des charges. Ça c'est chouette quand on va dire quand on commence à regarder un bâtiment ancien qu'on aimerait, qu'on a un coup de cœur comme tu dis. Mais une fois qu'on va dire qu'on est dedans, ça y est, on l'a acheté, il est à nous, on est parti pour de la réno. Est-ce qu'elles seraient un peu les étapes, les premières choses à penser lorsqu'on pense rénovation bâtiment ancien? Comment bien commencer en fait? Comment bien commencer? Alors là, c'est une question qui est quand même très très large parce que ça dépend vraiment de l'état déjà de départ de ce qu'on achète. Parce que on le voit aujourd'hui sur les réseaux, ça peut partir de la grange où il y a rien, des gens qui achètent 3 pignons, il y a plus rien et là faut tout refaire. Et il y a ceux qui achètent, on va dire, le bâti ancien qui possiblement a déjà subi une rénovation. Il y a 20 ans, 25 ans. Comme peut-être moi mes parents ont fait à l'époque et où pour beaucoup de gens de cette époque-là, les premières rénovations des bâtis anciens 25, 30, 40 ans, il n'y avait pas de communication autour des pathologies du bâti ancien. On était encore dans l'air, on était déjà dans une époque où l'énergie était pas chère, donc les questions isolation, étanchéité, on n'en demandait pas, il n'y avait pas grand-chose. On voulait que ça aille vite aussi, que ça sèche vite. Donc là, ça a été l'apogée du ciment dans le bâtiment ancien. On y faisait des sols, des murs. On était aussi sur une époque où, pareil, on a perdu beaucoup de professionnels qui avaient ces compétences-là, en fait. Parce qu'avec l'avènement du ciment après-guerre, petit à petit, il y a eu de moins en moins de gens qui ont été compétents sur les techniques de la terre, de la chaux et même du plâtre. Aujourd'hui, avoir un vrai plâtrier pour faire un plafond traditionnel, ça relève, Il y a certains secteurs géographiques où il y a peut-être plus de chance, mais nous, typiquement, sur notre territoire, pour dire, on n'arrive même plus à acheter des briques, donc il y a plus de plâtrier. Donc du coup, ça dépend vraiment du stade auquel on en est. Donc je dirais que, à la limite, la première question, le premier point, si on veut faire preuve de sagesse par rapport à l'acquisition du bâtiment, c'est déjà vraiment de se poser la question de ses besoins. En fait, vraiment définir son besoin et sa vision idéale. Mais c'est pas simple d'être honnête avec soi-même sur son vrai besoin, parce qu'il y a ce qu'on voit chez les autres. On n'a jamais été autant soumis, donc réseaux sociaux, Pinterest, à idéaliser des espaces, des décos, des ambiances qui peut-être sont super sympas pour aller passer une semaine en vacances quelque part, mais au quotidien, on peut se rendre compte que finalement cet aménagement, c'était pas celui qui correspondait aux besoins, soit d'une personne qui est célibataire, peut-être qu'il aura des projets d'être en couple ou pas, peut-être qu'il y a déjà ou qu'il y aura des enfants. On avait parlé d'ailleurs avec Maëlys Dorn de l'optimisation d'espace, je pense. Oui, tout à fait, oui, on se connaît, voilà. Donc déjà, le besoin à ce niveau-là, il est clair. Ensuite, alors pareil, selon si on est en seul ou en couple et tout ça, vraiment, c'est très important de communiquer. Parce que des fois, il y en a toujours un qui est un peu plus
partant sur la réno, et puis un autre qui va peut-être un peu plus subir. Il est partant au départ, les 6 premiers mois, et puis quand ça commence à durer 2 ans, ça peut commencer à... Sur un plan personnel, ça peut être compliqué aussi, oui. Voilà, c'est important essayer d'être honnête envers soi et éventuellement le conjoint sur la place qu'on veut donner à ce projet-là. Comment on est prêt à s'y investir en temps, oui ou non, parce que si c'est clair que c'est non dès le départ, on sait que c'est non. Et ce sera pas la même stratégie de mise en place et d'organisation du chantier que si on est en autorénovation déjà. Parce qu'après, en faisant intervenir plusieurs artisans, on va être obligé d'être dans une organisation et un management de chantier si on veut pas se faire complètement dépasser. Donc, il y a des calendriers, il faut organiser qui intervient, quel moment, dans l'ordre. Donc, une fois que le besoin il est bien défini et les attentes, là, on peut commencer à réfléchir, au premier plan, aux matériaux qu'on souhaite utiliser ou pas. Certaines personnes ont une sensibilité, on va dire, environnementale, sont soucieuses de la qualité et de l'origine des matériaux, de la qualité de l'air de leur logement, donc vont s'orienter sur un certain type de matériaux. D'autres personnes ne sont pas ou s'en fichent, donc là, il y a encore une autre catégorie de matériaux. Et une fois qu'on sait un peu ça, et pareil, qu'on y a réfléchi seul ou avec quelqu'un qui vous accompagne, avec de la famille qui s'y connaît un peu, là, après, on peut commencer à chercher les artisans. Aujourd'hui, ce que j'en vois, c'est que beaucoup de gens font venir des artisans pour avoir les devis, parce qu'il faut avoir les devis avant d'aller à la banque, avant d'acheter, pour faire les plans de financement. Mais ça s'étale sur du temps, et au final, au moment de commencer, on se rend compte qu'on va ni faire travailler cet artisan, peut-être, ni prendre ce matériau, parce que l'artisan qui sera venu, de toute façon, il a dit, par exemple, qu'il posait que de la laine de roche et qu'il voulait pas mettre de ouate de cellulose. Après, il faut retrouver pouvoir associer au matériau, l'artisan qu'il faut. Et donc, d'où j'en reviens à l'importance d'avoir une vision de ce qu'on veut, parce que tant qu'on n'a pas cette vision, on pourra pas communiquer efficacement avec l'artisan ou l'architecte ou le maître d'œuvre, et ni le sélectionner, en fait. Parce qu'il sera pas forcément... soit il va vous emporter là où il veut aller, parce que lui, ça l'arrange, c'est sa zone de confort, il en a l'habitude, c'est ce qu'il aime faire, et tu te retrouves emporté dans sa vision à lui. Soit tu le sais, et donc du coup, tu sélectionnes au mieux, tu sais avec qui tu vas travailler ou que t'as pas envie de travailler. Okay. Donc c'est vraiment de préparer en amont son projet. De toute façon, c'est toujours un peu la base, mais d'essayer d'avoir la vision de pour qui, comment, pourquoi, etc. Pour qui, pourquoi, pour combien de temps. Quelqu'un qui veut acheter pour faire un investissement immobilier, pour faire du locatif, aura pas les mêmes besoins, aura pas les mêmes contraintes et les mêmes besoins que quelqu'un qui veut y habiter et qui sait que non, il voudra jamais quitter la région, il voudra jamais revendre, que pour lui c'est sa maison pour la vie. Après, ça dépend aussi de la taille du bâtiment. Quand on achète des grandes demeures, 300, 400 mètres carrés, c'est pas non plus la même quantité de travaux à faire qu'une maison 70, 80. Donc, dans cette préparation, il y a aussi le fait de se dire, peut-être de le phaser en plusieurs étapes, notamment quand on a des grands bâtiments. Faire une partie, mais pas tout de suite se mettre dans la pression de dire il faut le faire avant qu'on emménage. On emménage, pardon. Donc, travailler par étapes, phaser. Et pour les gens qui sont vraiment des primo-accédants sur de la rénovation, du bâti ancien, et qui ont conscience aujourd'hui qui ne connaissent rien, vraiment, voilà, rien de plus que ce que l'oncle Bernard ou le cousin Jean-Paul leur a expliqué, parce que lui il travaille chez Trucmu, chez l'autre chez machin. Lisez, accédez à des documents, rapprochez-vous d'associations qui sont sensibilisées sur tout ça. Bon, aujourd'hui on a la chance d'avoir Internet, et vous commencez à aller chercher sur les groupes ou les forums, voilà. Apprendre aussi certaines informations avec des pincettes et à recadrer dans un contexte, parce que tout n'est pas toujours bon à prendre. Donc du coup, mais se former pour pas du tout avoir à se former ou s'informer ou se faire accompagner, mais pour pas se retrouver à devoir subir des situations qui, ça commence comme ça, et puis après c'est le courbis, quoi. Parce que ça fait perdre du temps, ça crée des stress, et puis souvent ça coûte beaucoup plus cher. Ou au bout du compte, on a fait justement parce qu'on n'avait pas le budget de faire, parce que ça n'avait pas été bien prévu, et on se retrouve déçu, pas bien, pas avoir quelque chose qui à vivre correspond à ce qu'on voulait. C'est clair. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations, de personnes qui sont présentes. Il y a maison paysanne, selon les régions, typiquement il y a déjà maison paysanne, sur. Et même pour former les chantiers participatifs, c'est une très bonne école aussi. Oui,
Voilà. Alors c'est mieux de privilégier les chantiers quand même où il y a un encadrement au moins sur quelques jours d'un professionnel, à part si le propriétaire du lieu, on va dire, a une certaine expérience et que voilà, qui peut facilement transmettre. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, hein, mais moi à l'époque où j'ai commencé les chantiers participatifs, je sais pas, en 2006, bon, c'était la grosse pétafoire, hein, il y avait pas de grosse organisation, on avait un contact, on y allait, c'était à la bonne franquette et après ça a un peu évolué où il y a commencé à avoir un peu moi ce que j'appelle quand même un peu l'exploitation des gens bien volontaires quand même, ou qui venaient quand même donner beaucoup d'heures, beaucoup de temps, pas toujours ni hébergés ni alimentés de façon forcément très sympa, et qui en plus au bout du compte apprenaient pas vraiment quelque chose ou faisaient pas avancer leur projet. Donc pour moi c'est vraiment important au niveau chantier participatif que ce soit sur un échange qui soit équilibré. Donner son temps, mais il faut aussi être dans cet apprentissage, cette expérience. Donc voilà, il y a le réseau Twiza, hein, il y a quand même maintenant c'est quand même un peu plus complètement structuré. Tu parlais matériaux, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Pourquoi donc bon toi on est plus sur des matières plus écologiques. Pourquoi des matières comme la chaux, le chanvre, la paille sont des bons alliés pour la réno du bâti ancien? Est-ce qu'on peut parler un peu de ces caractéristiques-là? Ah bah alors, ce sont des bons alliés déjà parce que c'est ceux qui étaient utilisés au départ. C'est ceux qui étaient utilisés au départ, c'est ceux qu'on avait, c'est ceux qu'on a encore. Et pour moi, il n'y a pas à discuter, ils ont fait leur preuve. On a des bâtiments de 300 ans qui sont debout, ils étaient construits comme ça et pas en ciment, hein. Donc du coup, ça c'est le premier départ. C'est une question de compatibilité. Voilà, un mur qui est monté à la chaux, il n'y a pas de raison d'aller lui mettre autre chose dessus, si ce n'est peut-être une pression financière couplée à une pression de timing. Éventuellement, ça peut être ça. Ensuite, pourquoi pour moi c'est mieux? Bah alors après, on peut parler du point de vue purement écologique. Et notamment, voilà, on va faire le versus chaux à terre. La terre, on est sur une ressource qu'on a sur tout le territoire, qui est existante, qui est utilisée souvent, alors je parle pas de tout ce qui est tomate, briques de terre cuite, mais qui est utilisée sous sa forme crue, donc sans cuisson, donc sans impact de consommation énergétique et de pollution en lien avec sa cuisson, et qui pourra, le moment où on voudra démonter ou casser le bâtiment, être totalement récupéré, remouillé et servir à autre chose. Donc là, on peut pas avoir autre chose de mieux en termes d'énergie, zéro déchet, recyclage, disponibilité, en fait. Voilà. Donc, pour ces matériaux-là, la chaux est un peu plus discutable parce que forcément là, la chaux, on est sur une cuisson, donc qui consomme quand même pas mal d'énergie. Et après, il y a voilà tout ce qui est lié à la pression que subit le sable. Donc voilà, il y a un équilibre aussi à trouver sur. Mais à choisir, voilà, entre un chaux au sable ou un chaux au ciment, on fait un chaux sable. Il n'y a pas besoin d'aller. Parce que bon, beaucoup de gens, voilà. Parce que le ciment, c'est aussi un calcaire qui a été cuit, mais ce qu'on sait pas aujourd'hui, c'est que, ce que beaucoup de gens se posent pas comme question, c'est qu'il n'y a pas que de la roche, quoi. Il y a des clinkers, il y a des déchets industriels. Le ciment, une fois qu'on l'a pété, pour ceux qui ont l'expérience d'avoir dû démolir plein de choses en ciment, c'est quand même pas super rigolo, ça fait plein de gravats. Moi, j'irais pas enfouir mes déchets de ciment dans mon jardin, par exemple. De la chaux ou de la terre, ça me poserait pas de souci, donc j'aurais pas à l'emmener ailleurs, la déplacer les déchets. Et d'avoir des coûts de traitement, de retraitement. Je pense que ça peut être bien aussi de réfléchir la rénovation sur son cycle de vie complet, que ce soit en termes de construction aussi, de production, voilà, de qu'est-ce qu'on va consommer, qu'est-ce qu'on va y mettre, quel impact à la fabrication de tous ces matériaux qu'on va y mettre, mais aussi penser à tout ce qui est la fin de vie. Parce que si on décrétait aujourd'hui que tout le monde devrait conserver les déchets de son bâtiment sur son terrain et pas les envoyer chez les voisins ou ailleurs, peut-être qu'on commencera à réfléchir de ce qu'on mettra dans les logements. Si on devait réellement être autonome sur ça, quoi, sur retraitement des déchets, sachant qu'il y aura toujours, parce qu'il y a des choses aujourd'hui du fait, de la modernité et de notre ère, parce qu'il faut aussi vivre avec son temps. Il ne s'agit pas d'aller habiter dans une grotte, de se cailler dans le noir et de pas avoir l'eau courante. Donc voilà, tout ce qui est lié au câblage, à l'électricité, il y a quand même toujours. Voilà, aujourd'hui, on peut pas faire sans le plastique, même si on voulait vraiment, à part si on décide de pas avoir d'électricité. Non, mais après, c'est un dosage cohérent entre les matériaux. Et essayer de faire au mieux dans tout. Et oui, et entre les matériaux, et puis entre les contraintes, parce que voilà,
faut être clair aussi. Il s'agit pas de faire culpabiliser les gens qui ont fait d'autres choix, parce que je sais pas qui vous écoute exactement. Hein, la question est pas là. Il y a des choix, on en fait tous, et les professionnels, et même en vieillissant et même dans le temps, on fait tous des erreurs à un moment. On ne sait pas sur le coup, et après on s'en rend compte, quoi. Donc et puis après il y a les contraintes, les contraintes financières. Comme je dis, les contraintes financières de temps, de non-disponibilité d'un artisan qui pourrait faire ce que vous voulez, mais qui dit qu'il sera disponible dans 3 ans, tu finis par choisir, ce qui est normal, hein, tu finis par choisir autre chose qui est moins clean, mais tu peux pas attendre 3 piges, quoi. Justement, pour du coup contrecarrer un peu ces matériaux-là, le béton est quand même assez très présent dans ce genre de projet de rénovation. En général, on en trouve pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est possible de trouver une alternative au béton? Est-ce qu'il faut le remplacer? Est-ce qu'il faut vivre avec? Est-ce qu'il faut C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, pour tes auditeurs, on va faire une petite clarification de terminologie déjà. Parce que, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, béton est souvent un mot utilisé. On va dire dans la vision collective, grosso modo, le béton, on imagine que c'est avec du ciment. Et on va dire qu'un béton, avec ce ciment, il y a du sable, des graviers, ou une autre grosse charge minérale. Là où on va parler de mortier, il n'y a pas de gravier. C'est une question de taille de grain qui va être mélangé avec le liant, qui là, en l'occurrence, souvent quand on parle de béton, c'est le ciment, le liant. Maintenant, quand on connaît un peu plus et qu'on utilise d'autres matériaux, on peut faire du béton avec de la chaux. On peut faire un béton avec des fibres végétales. On utilise aussi les termes béton végétaux. Et là, il n'y a pas de ciment. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut rénover une maison sans béton? Ah oui, c'est possible. Sans béton de ciment, voilà, je vais faire la précision. Aujourd'hui, on va dire qu'il est souvent utilisé. Alors, on va dire quand même exemple d'une assez grosse rénovation. On va le retrouver sur une dalle au sol. On va le retrouver, alors éventuellement sur des planchers intermédiaires où on a décidé de supprimer tous les solivages et les planchers bois pour y mettre un ourdi béton. Et on va le retrouver sur tout ce qui est linteau, encadrement de portes, fenêtres, ouvertures, baies vitrées qu'on va faire, qui sera fait en bétonnant. Je réfléchis, mais voilà, grosso modo, ça va être les 3 usages principaux qu'on va retrouver sur une grosse réno de bâti ancien, qui soit en pierre ou en terre. Donc déjà au sol, on n'est pas obligé de mettre un béton de ciment, hein, c'est toujours pareil. On peut faire un béton de chaux, on peut faire un béton de terre. Sur ce qui est lié aux encadrements et aux ouvertures, en fait, on peut les faire comme ça avait toujours été fait dans le passé. Donc, selon l'architecture de lieu où on est, ça peut être des jambages en pierre, des jambages et des linteaux remaçonnés, et des encadrements et des jambages ou linteaux en bois, en fait. Donc, c'est pas une fatalité. Maintenant, ça, c'est devenu, entre guillemets, une fatalité parce qu'on ouvre des baies vitrées de 8 mètres par 4. Donc là, on peut pas avoir une section de bois qui va nous reprendre une charge sur 8 mètres de long. Donc de là, on peut aussi amener la question jusqu'où on va dans la déformation architecturale d'un bâtiment ancien pour qu'il réponde à nos besoins d'aujourd'hui, mais ces choix vont faire qu'on ne pourra pas utiliser les matériaux traditionnels parce qu'on lui demande quelque chose qu'il n'a pas. Et là, après, j'ai pas la réponse. Il s'agit pas non plus de juger ceux qui ont fait des choix ou pas ou d'autres, mais il y a aussi ce qu'on demande à un bâtiment. Et les bâtiments anciens en pierre étaient pas faits pour se prendre des trous de 30 mètres carrés dans les murs. Ok. Et qui accessoirement souvent, amène, mais ça c'est encore un autre sujet, amène d'autres soucis au niveau thermique au final, hein, et acoustique et voilà. C'est pas forcément en plus la panacée. C'est l'exemple de moi ce que je trouve sympa pour partir en vacances et de se dire ça va il est les gens il est cool, c'est voilà. On va envie d'en profiter, mais au quotidien c'est là aussi l'usage fait toute la différence quoi. Et l'optimisation. Ouais. Donc du coup on peut aujourd'hui clairement sur une réno et on en voit il y en a qui se sont mis à le faire comme je dis on voit sur les réseaux maintenant il y a plein de comptes de partage certains qui montrent tout le contraire et tant pis qu'on fait d'autres choix et d'autres qui font le choix d'essayer d'être puristes ou en tout cas d'être dans ces pratiques de la mémoire de ce que faisaient les anciens et du coup c'est possible mais évidemment après on va pas forcément y mettre un gros après c'est les contraintes de ce qu'on veut en décoration et en finition parce que un mur une dalle à la chaux pour qu'elle soit intéressante peut-être qu'il faudra pas y mettre certains matériaux dessus un mur pareil
s'agit pas de faire un bel enduit à la chaux pour aller le peindre avec une grosse peinture acrylique parce que on veut pouvoir le lessiver. Non, mais c'est ça, il y a pas de, voilà. Il y a pas de sens, quoi. Donc, c'est toujours l'équilibre, et on en revient à la question de départ. Le besoin. C'est pour ça que c'est vraiment. Est-ce que tu sais qu'à terme, tu es quelqu'un qui veut lessiver ton plafond ou tes murs? Si ton point de départ, parce que tu sais que pour toi, c'est super important de pouvoir nettoyer tes murs, bon, bah déjà, t'as fait le tri, quoi. Plein de choses que tu pourras pas mettre. Vraiment se poser plein de questions en amont de projet, finalement. Enfin, parfois, on se dit, on avance au fur et à mesure. Bon, c'est pas toujours évident d'avoir les réponses, mais au moins d'essayer de dire, et ça pose un peu les enjeux après, derrière, pour les matériaux. Justement, est-ce qu'il y a certaines choses, peut-être des erreurs ou peut-être des absurdités que toi-même t'as vécues avec ton chantier, puisque t'es dans la rénovation à fond, ou même peut-être des chantiers que t'as pu voir, auxquels tu as assisté. Est-ce qu'il y a certains partages d'erreurs que tu pourrais nous partager? Alors attends, là, faut que je réfléchisse. Erreur ou absurdité? Bah, un des points concerne celui qu'on a dit avant, à savoir des ouvertures excessives et pas bien orientées, parce que ouvrir c'est une chose, mais sur quel mur? Et avec une non prise en charge, alors d'une part de la question du confort d'hiver que peut représenter d'avoir 15-20 mètres carrés de vitres à portée de son corps, même avec un vitrage super performant. Si on met pas des rideaux et si on met pas quelque chose en intérieur, ce sera pas super confortable. À moins, et encore, mais même pas, parce que avec l'exclusivité du matériau, on aura quand même une sensation de froid en passadoire. Donc ça, c'est pour la question du confort hivernal, la consommation énergétique. Une paroi vitrée, un mur, une fenêtre, quelle que soit sa performance, et même la meilleure de la galaxie, sera toujours moins performante qu'un mur plein. Donc on est sur un point de déperdition. Et là, on le voit depuis quand même quelques années où ça semble être de plus en plus quand même considéré, c'est tout ce qui va être lié à la surchauffe. Et le point fort, vraiment, qui est un des points forts des bâtiments anciens, c'est d'avoir, alors quand ils n'ont pas été tout doublés, tout aménagés, mais d'avoir cette propriété et cette capacité d'inertie, en fait. Et cette capacité d'inertie qui les rend confortables en période estivale. Donc en faisant des mauvais choix, ou en tout cas, voilà, il peut y avoir des choix qui s'avéreront mauvais pour le confort estival. On sent la chaleur rentre beaucoup trop vite et il y a plus de côté. Eh ben, on va dire que le bâtiment, c'est ce qui existe aussi dans des bâtiments neufs. Hein. Un bâtiment qui est très très bien isolé, bien sûr, il consommera pas beaucoup l'hiver. Maintenant, l'été, si tu laisses une journée tes portes et tes fenêtres ouvertes pendant la canicule, et que tu es un bâtiment dans lequel il n'y a pas d'inertie, eh ben, t'as mis ta maison en surchauffe pour tout l'été, parce qu'elle est tellement bien isolée que la chaleur va pas en ressortir. À part si t'as peut-être la chance d'être dans une zone où, comme nous, on a quand même une assez grosse amplitude journée, même en période d'été, ce qui fait qu'on peut faire un rafraîchissement pendant la nuit. Mais il risque pas de le faire à Montpellier ou à Marseille. Pour moi, aujourd'hui, une des plus grosses erreurs qui est faite, et que je vois beaucoup au-delà de la question du ciment, c'est les ouvertures, et les ouvertures mal orientées. Quand on commence à éventrer des pignons plein ouest, c'est pas le bon choix. On n'ouvre pas à l'ouest, règle 1. Et puis, il suffit de regarder comment ont été faites les maisons anciennes. Hein. Les anciens savaient très bien de quel côté ouvrir et de quel côté pas ouvrir. Une maison ancienne traditionnelle, il y a peu de chances qu'elle ait des grosses ouvertures côté nord. Voilà, ils le savaient. Ils voulaient pas se prendre le froid. Le gros des ouvertures est sur les façades sud. Ou est aussi? Ou est peut se faire aussi, ouais. Alors après, est, toujours pareil. Ça dépend du bâtiment, quelle taille. Faut savoir que est et ouest, la particularité du soleil à ces époques-là, et notamment en période estivale, c'est que le soleil est encore bas. Donc tout ce qui est lié aux protections solaires, on peut pas travailler avec des casquettes qu'on mettrait au-dessus des portes ou des fenêtres, parce que le soleil il est trop bas. Donc après il faut travailler avec en plus des systèmes avec des lames orientables pour quand même pouvoir un peu protéger, ou alors des basques naturelles, parce que on n'en parle pas non plus assez, mais il y a tout ce qui est lié aux aménagements des terrains autour et à de la végétation. Oui, tout à fait. On parlait même de mettre des arbres ou des choses comme ça pour faire de l'ombrage. À feuillage caduc qui fait que en période hivernale il crée pas trop d'ombre portée, et qu'en période estivale puisse protéger certaines ouvertures du soleil. Est-ce que ça coûte plus cher de rénover un bâtiment ancien ou pas?
Je l'attendais un peu, celle-là. Est-ce que ça coûte plus cher? C'est un peu compliqué de répondre parce qu'en fait, faudrait comparer tout ce qui est comparable. Deux biens de la même surface. Deux choses. On va dire qu'à par rapport à un bâtiment, un pavillon plus récent, juste comme un pavillon. Est-ce que ça coûte plus cher? C'est quand même très variable. Ça va dépendre si tu le fais toi-même, si tu le fais faire par des artisans, et puis des choix techniques que tu feras à l'intérieur. Donc, on parlait tout à l'heure des doublages de murs. Bon, une maison parpaing ou brique des années 80, quand tu vas démonter tout ce qu'il y a dedans pour refaire, tu ne garderas jamais ton parpaing. Tu vas forcément repasser par un doublage, parce que là, pour le coup, on n'est pas sur une maçonnerie qui présente les avantages d'une maçonnerie lourde en pierre ou en terre. Donc là, tu vas... en plus, aujourd'hui, avec les nouvelles normes, la réglementation environnementale et tout, tu vas être parti pour tout un système de doublage, de membrane, d'ossature, un parement, une préparation du support du parement, et puis après une finition. Donc, on commence à avoir un paquet d'actions, de matériaux qui auront un coût, et de prestations artisanales différentes, parce que c'est pas forcément le même poste qui va intervenir sur l'un ou sur l'autre. Là où dans une maison ancienne, déjà tu auras un peu plus de choix et tu auras un peu plus d'options. Parce que tu peux faire le choix de te dire je veux doubler ou pas tous les murs. Donc là, je me retrouve avec le même complexe, donc c'est le même travail, grosso modo, avec une préparation du support supplémentaire sur la maçonnerie, parce qu'il s'agit pas de commencer à vouloir aller isoler en laissant la maçonnerie avec des gros trous dedans. Donc il y a quand même une préparation de support. Et je le vois sur Instagram, qui est pas si souvent que ça fait, parce qu'à partir du moment les gens qui doublent et qui cachent, ils se disent que c'est pas grave ce qu'il y a derrière, mais pourtant c'est ce qui va aussi contribuer à l'efficacité de l'isolant. Et ça on le dit pas non plus. Les fournisseurs de matériaux, alors qu'ils soient biosourcés ou minéral comme laine de verre, laine de roche, mettent quand même pas toujours assez l'accent sur la préparation du support en fonction de ce qui va être. Mais du coup, par rapport à ce schéma, donc là on serait sur la même technique d'intervention, il n'y a pas beaucoup de raisons qu'il y ait une grosse différence de tarif, à part, comme je dis, éventuellement la préparation du support. Là où quand même, avec ta maçonnerie ancienne, tu as aussi une autre option, l'option de te dire que justement tu vas pas le doubler ce mur, et tu vas peut-être intervenir autrement dessus. Et cette intervention, elle va pas te coûter plus cher qu'un doublage que tu aurais fait dans une maison neuve, pour parler juste de la question des murs. Ensuite, une question de toiture. Sur une maison neuve ou plus récente, on va dire que ça va dépendre de la charpente. Et c'est vrai que des fois, les charpentes anciennes sont configurées, peuvent être des fois un peu difficiles, parce que les anthrax, parce que tordues, et demandent peut-être de s'adapter un peu plus. Mais à épaisseur d'isolant ça reste équivalent, ça reste... on va dire que ce qui peut faire, des fois, la différence par rapport à des bâtiments plus contemporains, au niveau des devis des artisans, on va dire, c'est que bâtiment ancien va te demander peut-être plus d'ajustement et d'adaptation. De t'adapter, je veux dire. Parce que ça va pas être droit, parce que tu vas avoir quelque chose qui va être tordu, parce que c'est pas d'équerre, parce que, des trucs où tu vas avoir plus de travail pour ajuster et que ça colle bien par rapport à quelque chose qui était... qui est tout carré. Complètement carré, lisse, plomb, quand t'as un mur neuf qui est comme ça, puis des fois t'as un mur ancien, ce qui est logique, et la construction naturelle, d'ailleurs, qui est un peu inclinée, et quand on commence à vouloir mettre la plaque, il y a 15 cm entre haut et le bas, et quand on fait travailler un artisan qui est pas spécialisé du bâti ancien, en général, il aime pas du tout. Rien n'est droit. Parce que ça demande aussi de s'organiser autrement. Ça demande de s'organiser autrement, ça demande ça demande peut-être plus de découpe. Ou de s'adapter à des surprises. Après, ce qui fait qu'une rénovation d'ancien peut avoir le prix qui est plus élevé, c'est lié aux surprises et aux mauvaises surprises. Parce que si, avant de commencer les travaux, il y a des points, là j'ai encore quelqu'un qui m'a contacté il y a pas si longtemps, ils sont dans la galère parce qu'ils n'ont pas les budgets et tout, mais là où ils pensaient que l'électricité était bonne, parce qu'on leur avait vaguement fait croire que l'électricité était bonne, se retrouvent à avoir une électricité, des circuits qui vont pas, un tableau qui vont pas. Et si ça tu l'as pas bien évalué, tu passes d'un truc où tu pensais que tu allais juste changer une prise pour 15 balles et tu te retrouves avec un devis à 6 000 € d'un artisan électricien. Donc selon les budgets, certains l'ont plus extensif que d'autres, mais ça peut créer un souci. Donc là en soi, il y aura plus de risques de surprise avec de l'ancien qu'avec un bâtiment plus contemporain où à une époque les pavillons c'était tous construits un peu pareil, le type de charpente, le type de mur sur plan.
Donc, grosso modo, il y a une typologie dans laquelle on peut plus se retrouver, là où, oui, dans l'ancien, il peut y avoir de la surprise quand même. On revient toujours à l'étape avant de quand on visite, mais après, ça dépend de l'état du bâtiment, mais des fois, les gens, ils osent pas aller un peu gratter, en fait. Ils osent pas aller gratter. Déjà, il y en a plein qui montent, beaucoup de gens montent des fois jamais dans le toit, jamais dans les combles, ils visitent l'espace là, mais ils vont pas visiter le grenier, surveiller la cave, gratter un bout de lambris, voir ce qu'il y a derrière. Dès qu'il y a quelque chose qui est caché dans l'ancien, il faut se poser la question. Ou en tout cas, de se dire, voilà, se réserver garder en tête que peut-être le jour où tu vas le démonter, il y aura quelque chose qui va pas t'aller dessous, quoi. Donc, il fait un peu plus surprise. J'allais te demander, est-ce qu'il y a des aides un peu pour soutenir la rénovation de vieilles maisons, etc., des choses sur lesquelles les gens peuvent se renseigner? Est-ce que les aides aujourd'hui concernent majoritairement ce qui est lié à la rénovation énergétique. Ma prime rénov, le classique. Voilà, parce que le dada, voilà, aujourd'hui, la ligne de conduite, c'est lié à la rénovation énergétique. Et on subventionne une partie, alors bref, selon les types d'aides, si c'est les aides d'État, les aides régionales, différents dossiers à monter, pour lesquels il faut faire travailler un certain type d'entreprises qui sont labellisées RGE, reconnues Grenelle de l'environnement, pour lesquels il faut savoir aussi que c'est pas forcément gage de qualité. Qu'aujourd'hui, on monte des projets de rénovation énergétique, comme à l'époque où l'année dernière encore, il y avait l'isolation à 1 €. Tout ça, c'était bullshit. Donc, des entreprises ont gagné de l'argent, des clients étaient contents, ils ont pas trop dépensé, mais au final, il n'y a pas l'efficacité qui va avec, en fait. Et des matériaux qui ont été gaspillés c'est pas génial. Après, si on a un bâtiment qui est classé, là, c'est autre chose. On rentre dans le domaine des monuments historiques et là, il peut y avoir, dans certains cas, des aides au niveau des fondations du patrimoine et tout. Mais le point d'entrée aujourd'hui pour une subvention, ce sera ce qui concerne l'énergie. Donc les classiques, quoi. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur le sujet ou est-ce que pour toi, on a fait un bon tour de la rénovation du bâti ancien? Je pense qu'on a déjà pas mal dégrossi le terrain pour une introduction et puis que les gens déjà aient quelques pistes de réflexion s'ils l'ont en projet, s'ils sont déjà dedans. Certains s'y retrouveront peut-être parce qu'ils se diront qu'ils sont justement dans la galère en ce moment d'un problème lié à ça. Donc au cas où pour ces gens-là qui écouteraient, leur dire quand même pas de panique. On a toujours des solutions. Il y a toujours une solution, on va dire. Moins coûteuse, plus coûteuse, on s'adapte, il y a des choses qui se décalent, donc faut pas non plus... Je sais que c'est difficile quand on est dedans, que peut-être on a un loyer à payer, une maison, on paye le crédit, on n'est pas encore dedans, mais à ce moment-là, ne pas hésiter à se rapprocher de quelqu'un qui peut vous aider à avoir un regard, un autre angle, une autre perspective pour débloquer une situation qui pourrait être compliquée. Ok. Bon, ce sera ce dernier petit mot d'interview. Si ça te va, on passe à la phase action avec les questions un peu plus tac au tac. C'est parti? Tac au tac. Allez, go. Je profite de cette coupure. Tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Aubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcast ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Aubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Eh bien, nos éditeurs, comme tu dois t'en douter, ils ont un projet de bâti ancien. Qu'est-ce que tu leur conseilles? La première question à se poser, un acteur à conseiller, un conseil hyper concret, ce que tu veux, mais hyper actionnable. Ils ont le projet, ils ont le projet de bâti ancien. Bon, alors après, choisis, soit ils ont le bâtiment, soit ils l'ont pas, si tu veux spécifier. Ils ont, on va dire qu'ils ont un projet de rénovation de bâti ancien, commencer à se créer une petite bibliothèque et à s'informer. Ok. On va donner les ressources juste après. Pour toi, dans le meilleur des mondes, quel est ton bercail idéal? Mon bercail idéal, ça va être celui qui répond à mes besoins déjà, ou aux besoins de ma famille, qui peut être évolutif aussi, pas qu'il soit figé dans le temps, qu'il soit facilement évolutif. Si possible, il n'est pas trop grand pour limiter quand même la pression
sur les terrains et laisser au maximum les terrains agricoles ou sauvages. Et c'est un bâtiment qui permet d'avoir une certaine autonomie et une certaine résilience aussi, parce qu'on sait pas on sait pas comment va évoluer le temps. Donc je veux pas un bâtiment qui soit trop dépendant d'interventions extérieures. Pour moi, il a pas trop d'électronique, il est simple. Et du coup, si tu avais un mot pour définir ton bercail, ce serait douillet. Douillet. OK. Eh bien, du coup, tu disais de former une bibliothèque. Est-ce que tu aurais des ressources pour s'informer sur le sujet du bâtiment ancien? Alors là, tu peux y aller, newsletter, livres, chaînes, des choses que tu as trouvées intéressantes. Des personnes même, si tu veux. Alors aujourd'hui, il y a quand même maintenant quelques acteurs connus via les réseaux sociaux, via YouTube. Donc on va dire pour le gros de la théorie du fonctionnement un peu thermique, ventilation, ce qui sont des sujets souvent qui font peur aux gens parce qu'on parle de chiffres, on parle de physique, Il y a la chaîne de Papy Claude sur YouTube, donc qui peut sur plein de sujets permet d'être de bons conseils. Après, selon le type de bâtiment qu'on a, typiquement si on a une maison en pisé, qui est déjà une technique constructive qui est pas la plus répandue, mais quand on en a une qui est comme ça, il faut avoir les interventions qui correspondent à ces besoins-là. Donc là, il y a des ouvrages spécialisés sur le pisé. Après, si on est plus orienté sur tout ce qui est pierre, après ça dépend de jusqu'où on veut aller dans l'approfondissement de ce sujet, parce que tout le monde n'est pas architecte passionné de vouloir connaître le nom de chaque type d'encadrement et tout, mais il y a quelques bouquins qui existent aussi sur la maçonnerie traditionnelle, pour mieux comprendre, ou sur des ouvrages plus régionaux, sur les typologies de bâtiments sur son territoire, parce que comme je dis, c'est assez variable. Les constructions en Ariège, c'est pas les mêmes qu'en Normandie. Et il peut y avoir des besoins et des particularités différentes si on veut respecter, on va dire, un terroir architectural sur le bâtiment. Ok. Est-ce que tu as des références à nous filer peut-être après, si tu veux, on pourrait. Ouais, non, mais là j'ai quelques bouquins. Je disais celui-là sur le pisé. Celui-là, je sais pas si tu le vois, c'était Réalité de pisé. Donc là t'as une bible qui te fait déjà, il y a quand même quelques photos, du texte, il n'est pas complètement indigeste, mais si t'as une maison en pisé, tu prends déjà celui-là, tu le lis et tu comprends mieux déjà comment fonctionne ta maison. C'est déjà pas mal. Alors je peux montrer le premier. L'autre, c'est le premier que je me suis acheté moi en 2006, à l'époque où je rénovais ma première maison. Et pour le coup, je n'y connaissais que dalle. Pour être clair, à l'époque, je partais de rien. Et à l'époque, il n'y avait pas non plus les réseaux sociaux trop comme on connaît aujourd'hui. Donc, on se retrouvait sur le forum de Système D. Et là, on a commencé à échanger et à voir les gens commençaient à parler de la chaux, du chanvre et tout. Donc, le premier livre que moi, je m'étais acheté à l'époque pour un peu mieux comprendre, qui a le mérite d'être simple, pédagogique, pas indigeste, sur la chaux, c'est celui-là. Alors, La chaux naturelle, décorer, restaurer et construire. Comme ça, je mettrai les références aussi de toute façon dans le descriptif. C'est un petit ouvrage, mais qui pose les bases. Trop bien. Pour ceux qui ont d'autres bâtiments, alors pas forcément en pisé, mais aussi en terre crue, il y a ceux de cette collection-là. Donc, c'est les collections au pied du mur. Donc ça, c'est spécialisé terre crue. Et il y a l'équivalent sur la pierre. Maçonnerie pierre. Parfait. Bon, je rajouterai tout ça dans le descriptif pour ceux qui veulent retrouver les noms des bouquins. J'ai plus qu'à te remercier, Alice. Je sais qu'on peut te contacter peut-être sur Instagram, te retrouver en tout cas sur Instagram sous le pseudo La Penduline, qui est d'ailleurs un oiseau, je pense. La Penduline. Oui, tout à fait, oui. Donc, du coup, allez retrouver Alice. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver ? Pour le moment, non. J'ai un site internet en cours, mais vous voyez, je l'ai pas terminé. Je préfère enduire ma maison, mais Insta, ouais. Parfait. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi pour ce partage. Et puis, j'ai plus qu'à dire à tous, à bientôt dans votre bercail. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes.
Allez, viens, construisons au bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.